Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les coulisses d'une maison d'édition. Aujourd'hui, on va aller voir les éditions Verso, qui est en fait une branche des éditions du Seuil. On va rencontrer Benoît, qui va nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce nouveau label, puisqu'il vient d'être créé. Et on va lui poser quelques questions, comme j'ai fait pour Albin Michel et l'Iconoclaste. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous retrouve plus tard. Verso, qui est une branche des éditions du Seuil, et on est avec Benoît qui va un petit peu nous présenter cette nouvelle maison d'édition. Benoît, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bonjour tout le monde. Déjà je me présente, Benoît. J'ai travaillé plus de 7 ans au Cherche Midi, où je m'occupais du marketing et de l'événementiel, et j'ai pris les mêmes fonctions chez Verso, où j'ai rejoint un éditeur avec qui j'avais déjà travaillé dans une autre expérience, Glenn Tavenec, qui était notamment éditeur chez Robert Laffont et créateur de la collection R, de La Bête Noire notamment, et qui est arrivé au Seuil à l'automne dernier pour lancer un label sur une branche que le Seuil ne faisait que peu ou pas jusqu'alors, une partie un peu plus grand public, on va dire. Et c'est dans cette idée que Glenn est arrivé avec la création du label Verso, dont les premiers titres sont parus la semaine dernière et continueront de paraître jusqu'à début juillet et après le reste de l'année, avec comme idée de mettre en avant le plaisir de lecture, la littérature de genre, mais sous toutes ses formes, avec 4 grandes familles, on va dire, de la romance, de la fantasy SF, du thriller, et on va dire le roman un peu plus grand public, une grande saga historique, familiale. Et c'est un peu les 4 fondements du label, et c'est comme ça après qu'on dessine notre année autour d'un équilibre entre ces quatre genres, avec comme idée principale du label de se dire qu'en effet tous ces genres sont égaux et on ressent le même plaisir de lecture à lire une romance ou un thriller. Et c'était ce que Glenn a fait depuis, ça fait plus de 20 ans qu'il bosse dans l'édition, avec toujours une envie de mettre en avant le lecteur, pas de snobisme sur les genres publiés, que tous les genres se valent, et c'est vraiment le but de la création de ce label, en étant aussi un peu restreint sur on en a 13 cette année, puisque les premiers sont parus en mai, mais on sera sur une vingtaine de titres à peu près par an. Et cette structure est du coup intégrée au sein du Seuil. Donc c'est pour ça que derrière nos couvertures, il y a l'indication d'un label Seuil. Comme un peu on a ça aux États-Unis, des labels qui sont créés au sein des maisons, plus qu'une collection. Donc vraiment un label avec sa propre équipe, une identité propre. On s'appuie sur le Seuil pour plusieurs services type presse ou commercial, mais la majeure partie du travail est réalisée en interne, du coup par moi et Glenn, et puis des collaborateurs externes avec qui on peut travailler. D'accord. Et par rapport aux 4 genres que vous avez, est-ce que vous choisissez vos auteurs en fonction de ces genres-là, ou est-ce que vous avez déjà un panel d'auteurs que vous aimeriez publier sous ces genres-là? Est-ce que vous commencez par les auteurs ou d'abord par les genres que vous Je pense que la première idée, c'est de publier des genres. Après, bien sûr, Glenn, après toutes ces années dans l'édition, a des auteurs, des liens privilégiés avec certains, qui, par chance, rentrent dans les genres que Glenn a en tête, et qui animent aussi, lui, ont animé sa vie d'éditeur, mais aussi sa vie de lecteur depuis. Je sais pas si tu veux jouer là. Non, je regarde juste. Qui ont animé sa vie de lecteur aussi. Et pour le coup, là, dans les auteurs, on va accueillir nos premiers auteurs français à l'automne, mais pour l'instant, on a des auteurs étrangers. Au lancement, c'était un peu plus facile, on va dire. Et à l'automne, on aura 4 auteurs français qui, pour le coup, rentrent, c'est vrai, sans le vouloir d'ailleurs, je pense, chacun dans ces 4 familles. Et l'année prochaine,
C'est à peu près la même idée. Alors après, bien sûr, ça se fait aussi en fonction des rencontres. Typiquement, on a quand même trois familles euh, en fait, la famille est assez large quand on a la romance. Il y a bien sûr de sous-genres qui sont représentés dedans. Le thriller également. On peut avoir du roman noir, du thriller ésotérique, comme on en publie un fin d'année, ésotérique un peu à la Steve Perry, comme j'avais au Cherche Midi par exemple, côté un peu complot, tout ça. Donc on a plusieurs familles en plus sous le thriller. Fantasy slash SF, c'est quand même un genre qui brasse très très large. Et après pour le côté roman grand public, on a bien sûr ce que je disais, saga familiale et saga historique, mais l'an prochain on a un auteur français qui ne rentre pas dans ces catégories, qui est plutôt dans ce côté roman grand public, donc qui rentre dans cette grande famille, mais c'est vrai que la proposition qu'on fait cette année dans cette catégorie est plutôt côté saga familiale, saga historique, mais qui sera élargie l'année prochaine. Donc c'est aussi, je pense que c'est un peu des deux, il y a quand même ces quatre fondements qu'on n'a pas envie de changer, et pour le coup, si un auteur est vraiment à part de ce genre, peut-être qu'on réfléchira aussi, mais parce que il faut forcément donner une ligne directrice aussi au label et puis à ce qu'on essaie de faire. Mais après, il y a bien sûr les rencontres, ça fonctionne beaucoup aussi comme ça dans l'édition, rencontre auteur-éditeur sur des projets évoqués, sur des envies d'emmener un auteur vers tel ou tel genre, que l'auteur au contraire nous propose un genre qui est un peu hors catégorie, mais c'est aussi la liberté qu'on a avec le label, fait aussi d'être une petite équipe, de vouloir aussi être assez éclectique dans ce qu'on publie, et rejoint aussi l'idée principale du label, qu'il n'y a pas de sous-genre en littérature et que toutes les littératures se valent. Et c'est vraiment l'ADN du label. Donc à partir de ce principe, c'est sûr que si on a un auteur qui est très dans voilà, littérature blanche, un peu type rentrée littéraire pure et dure comme on a avec les grands prix, c'est sûr que Verso n'est pas forcément la belle adaptée. On a le seuil à côté qui est fait pour ça et qui saura très bien s'en occuper. Mais c'est pas l'ADN. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire quelque chose aussi différent de ce que le seuil peut faire et bien de compléter l'œuvre éditoriale du seuil aussi, qui n'était pas forcément jusqu'alors présent sur cette typologie de texte. Donc, ce qui est aussi intéressant pour le seuil aussi, ça le permet de développer aussi l'éventail de ce qu'il propose. Pour les représentants aussi qui vont se rendre en librairie pour vendre les textes, leur éventail est aussi élargi, ils ont accès à plus de libraires aussi, parce que on le voit bien par exemple sur la romance, sur des librairies beaucoup de librairies sont ouvertes, des librairies spécialisées. Donc à Paris, il y en a une nouvelle, je crois, de romance exprès. Il me semble, il y en a plusieurs qui s'ouvrent. Moi j'avais été la semaine dernière au comptoir du Rêve à Toulouse, qui a une branche Romantaisie, romance qui s'est ouverte, je crois, à peu près 1 an et demi, 2 ans. À Strasbourg aussi, on a une qui a ouvert il y a pas une bonne année, je pense. Donc eux aussi, les représentants, ça leur permet aussi d'élargir l'offre du seuil. Et après, en fait, c'est finalement à la fois nous, on bénéficie du travail fait par le seuil depuis toutes ces années, de la confiance que la profession et les libraires peuvent avoir en la marque du seuil. Et inversement, nous on fait bénéficier aussi du seuil d'une autre ouverture aussi vers un public qui n'avait pas forcément jusqu'alors, et puis vers que ce soit un public lecteur ou un public libraire de la profession d'une manière générale. D'accord. Et alors là, il y a 2 titres qui sont parus, Oui, c'est Butcher et Blackbird et Mission Damas. Tout à fait. Qui viennent de paraître. Tout à fait. Tu peux nous les pitcher en 2 mots? Oui, rapidement. Alors en fait, c'était l'idée, c'est vraiment les 2 titres montrent bien le côté éclectique du label, puisqu'on a du coup Butcher et Blackbird, on est plutôt sur une romance qu'on qualifie, enfin si on est vraiment on aime bien qualifier les choses en France, mais pour le coup c'est un peu hors catégorie, on le présente un peu comme une dark romance, mais c'est plutôt une romance dark avec des choses dark dedans.
parce qu'on n'est pas, on a ce cliché de la dark romance, et même qu'on n'est pas vraiment, hein, qui est même une réalité, et en tout cas une image préconçue, qui n'est pas le cas là, justement, d'une révélation très déséquilibrée entre les personnages, limite ce côté un petit peu pervers aussi des relations. Alors que pour le coup là, le pitch étant deux personnes qui se rencontrent, donc Sloane et Rowan, qui sont deux serial killers, donc font leur propre vengeance, on va dire, d'une justice qui se fait pas spécialement, donc ils vont assassiner plein de gens qui font de très mauvaises choses, ce qui ne les rend pas eux plus bien non plus, mais ils ont le sentiment de rendre justice. Et ils se rencontrent sur une scène de crime. Rowan sauve Sloane, c'est vraiment les premières pages, donc je ne spoil rien. Et à partir de là, Rowan va proposer à Sloane, Rowan étant Butcher et Blackbird étant Sloane, va lui proposer d'une compétition annuelle tous les ans. Ils vont se retrouver pendant une semaine. On va leur donner un nom et ils devront chasser cette personne. Et le premier qui aura réussi à tuer ce serial killer gagnera la compétition annuelle. Donc c'est une histoire sur plusieurs années où on voit la relation des personnages évoluer. Bien sûr, c'est une romance, donc on a les codes de la romance et le rapprochement qui se fait, bien sûr. Ils sont pas ensemble au début. Non. Et ce qu'on appelle justement un slow burn. Donc c'est moi-même j'apprends aussi les nouvelles termes. Donc le slow burn, donc ce côté flamme qui grossit de plus en plus. Donc ça se passe sur plusieurs années, je crois que c'est au moins 4 ou 5 ans. Où ils se retrouvent et bien sûr leur relation, leur attachement va évoluer au fur et à mesure, avec en toile de fond des choses dark. Donc c'est un livre pour public averti, il y a 2 pages de trigger warning au début du livre qui sont très... D'ailleurs, la dédicace du livre de l'autrice donne le ton totalement, où elle dit: pour toutes les personnes qui ont lu les avertissements et qui se sont dit cannibalisme accidentel, chouette. Donc, qui donne le ton. Ouais. Et donc ça reste assez violent, il y a des côtés un petit peu gore, il ne faut pas manger pendant qu'on lit le livre, mais ça vient totalement renouveler le genre de la romance, et c'était justement l'idée de lancer le label aussi avec un titre là que Glenn avait adoré l'année dernière, qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça aux États-Unis, par au mois d'août en auto-édition par l'autrice, et en septembre du coup a été choisi. Puis après vraiment success story, 16 traductions, enfin c'est tout emballé. Donc ça c'est l'idée de justement proposer dans des genres qu'on connaît un peu, l'idée de Verso, d'avoir un pied de côté et de se dire ah tiens, j'ai jamais lu quelque chose pareil, c'est de la romance, mais là pour le coup on appelle ça, oui, on va dire une dark comédie, moi j'avais entendu killer romance, qui est un nouveau genre en effet, en tout cas c'est ce livre-là qui commence un peu à installer un genre, puisque ce livre marche beaucoup aux États-Unis. Même l'éditeur américain de l'autrice, pour le coup, essaie de maintenant aussi de proposer des livres qui rentrent un peu dans cette idée de dark comédie, on va dire. Parce que ça reste un livre justement très drôle, il y a des situations vraiment cocasses. Donc voilà l'idée de proposer des genres qu'on ait en tête un genre établi et que finalement on surprenne aussi au sein de ce genre. Et ce qui est aussi le cas, du coup, nous faisons la transition de Mission Damas, du coup de David McCluskey, qui est le premier volume d'une saga avec des guillemets, mais c'est l'idée d'un enquêteur qu'on retrouve de tome en tome. Il n'y a pas de fil rouge. Enquête indépendante, mais même enquêteur. Exactement. Et Mission Damas, c'était aussi cette idée-là de... Glenn aimait beaucoup il a cherché pendant ses boulots d'éditeur, et lui, quand il a lancé le label, il a cherché pendant des mois des textes qui pouvaient... Parce que c'est quand même les 2 premiers qui lancent le label, donc ça donne aussi un signal. Il faut que ça reste des titres qui soient forts en termes d'expérience de lecture, en termes aussi d'accueil. Ça va être forcément ceux sur lesquels la lumière va être mise au départ, puisqu'il lance toute l'aventure. D'où l'idée de ce grand écart entre les deux, où chacun est dans un genre différent. Il se trouve que, par chance, ces deux appartiennent au même agent en France, ils ont le même représentant en France, ce qui était assez drôle de lancer aussi le label avec un même agent.
sur deux propositions totalement différentes. C'est justement aussi ça qui a plu aux auteurs et aux agents en question, de se dire on tente l'aventure sur deux types totalement opposés, mais au final, on les rapproche sur ce côté plaisir de lecture, page turner, de renouvellement du genre, et c'est ce que du coup a fait David McCluskey avec un thriller d'espionnage, un genre que Glenn aime beaucoup, et chercher voilà, cette idée un peu de John le Carré. En plus, pour le coup, John le Carré étant un auteur du seuil, c'était aussi drôle d'avoir aussi une autre proposition dans ce genre-là. David McCluskey étant un ancien analyste de la CIA, donc ayant quand même voilà, pas mal de connaissances sur le sujet, a eu voilà, a créé un thriller d'espionnage qui vient justement aussi renouveler le genre. On peut faire un lien entre les deux puisqu'il y a de l'amour. Donc on peut dire qu'elle a, voilà, on peut dire voilà, ça fait un petit point commun. Mais l'idée c'est justement avec ce thriller d'espionnage d'être dans un thriller d'espionnage moderne. On avait un peu les clichés du thriller d'espionnage, que ce soit les James Bond ou des choses comme ça. C'est finalement un thriller assez féministe avec des héros, notamment une héroïne assez marquante. On a tout à la fois une histoire totalement haletante comme on a dans un bon thriller d'espionnage, avec aussi toute la connaissance que du coup David McCluskey a eu de son métier pendant des années, sachant que chacun de ses livres est relu par le service des CIASIR, pour s'assurer que rien, il ne travaille plus aujourd'hui, donc, mais pour s'assurer que il n'y a rien de vrai et qu'il n'y a pas de voilà. déconnant. Donc qu'ils ne sortent pas de secret d'État ou autre. Oui, aussi. donc c'est assez scruté, mais justement, nous, c'est ce qui nous a plu et ce qu'on a ressenti vraiment sur les deux livres, c'est de se dire, renouvelons le genre et dépoussiérons un peu l'image qu'on en a. Alors la romance est un genre qui marche très bien depuis plusieurs années et encore plus dernièrement. Le thriller d'espionnage, ça fait vraiment un moment qu'il y a eu de nouveaux auteurs, de nouvelles propositions venant un petit peu renouveler tout ça. On a vraiment des noms un peu, je cite John le Carré, mais c'est un auteur qui a publié déjà il y a un petit moment et voilà, enfin, ça fait partie de ces grandes figures, mais proposons quelque chose de nouveau et dépoussiérons un genre où moi-même ayant pu en discuter avec pas mal de lecteurs, où on avait un peu ce cliché d'un genre qui est oh, c'est pas forcément fait pour moi, ou j'aime pas trop les thrillers d'espionnage, mais vous avez pas lu Mission Damas. C'est vraiment cette idée-là, et de se dire que on a des idées préconçues sur un genre, mais nous, on cherche le livre qui vient le renouveler et qui vient contredire ce qu'on peut penser de ce genre, en se disant « Ah, bah non, en fait, finalement, j'ai bien aimé ». Et c'est les premiers retours de lecture vont dans ce sens, donc en se disant justement on a fait le bon choix. Mission réussie, tu as fait le lien avec Mission Damas. Et oui, c'est tout à fait l'idée. Je pourrais parler après des autres titres, mais ce fondement reste vraiment au cœur des choix éditoriaux de Verso, et en espérant du coup convaincre le plus grand nombre. Mais pour l'instant, les premiers retours de lecture nous donnent raison. Et de se dire que justement on essaie de proposer quelque chose de nouveau sur le marché dans des genres qu'on a un peu qu'on pensait établis, et voilà. Oui, alors qu'en fait tout est encore à reconstruire, à renouveler, et le plaisir de lecture reste un bon livre quand voilà, enfin, une bonne histoire bien construite, elle arrivera à convaincre le plus grand nombre si elle est bien faite. Et là, ça a été le cas. On a eu vraiment Glenn a eu vraiment le feeling de vouloir lancer le Verso avec ses titres, et a eu l'envie de les porter, puisqu'il a eu un très gros coup de cœur pour ces deux textes qui sont, voilà, Glenn étant un lecteur éclectique, donc qui sont dans des catégories différentes. C'est ça qui est bien aussi. Est-ce que tu peux nous parler des prochaines sorties, du coup, qui arrivent très bientôt, ce mois-ci et donc La mort de Tandy Mitty,
Je montre la couverture parce qu'elle est juste magnifique. Ah oui, l'illustratrice est superbe. C'est Tiffany Udry qui a dessiné tout. Vous pouvez la suivre sur Instagram, elle fait des choses superbes. Et on a travaillé avec elle parce que je regardais les coups US, c'est pas du tout ça. Donc le travail est superbe. Et donc ça c'est La mort de Tante Dimitri qui sort le 14 juin et le 5 juillet. Je dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié la date, mais normalement c'est ça. 5 juillet. Le secret des Deveril, premier tome de la saga La fille d'Irlande de Santa Montefiore, qui est une autrice très très connue et qu'en France, je pense qu'on doit avoir peut-être 2 textes d'elle, dont un qui a été publié en historique chez, donc c'était vraiment un roman historique chez Charleston. Et pour le coup, on est là plutôt sur une saga familiale. Donc on est le côté, ce que je disais pour la mort de tante Dimitri, c'est Glenn étant l'éditeur notamment des livres de Julia Chapman, si vous avez beaucoup aimé, les détectives du Yorkshire. Il a publié aussi les folles enquêtes de Magritte, je crois que c'est ça le titre, voilà. Il a lancé beaucoup de choses et il avait envie, c'est un genre qu'il aime, le cosy, il avait envie de proposer quelque chose dans un marché qui est quand même bien chargé aujourd'hui, où il y a beaucoup de propositions différentes, et d'essayer de trouver justement, ce que je disais sur les autres titres, le titre qui ferait la différence et qui allait aussi un petit peu renouveler le genre et casser un petit peu les codes du cosy habituel qu'on a. Et c'est ce qu'il a fait. Il a beaucoup cherché également avec les agents. Il avait bossé avec des agents sur le coup pour essayer de trouver un petit peu ce qui pourrait renouveler le genre du cosy, et il a déniché une série qui s'appelle du coup Tante Dimitri, ou voilà, j'ai plus le titre en tête exactement, aux États-Unis, dont le premier tome est paru en 1993, donc c'est une vieille série, et qu'on publie aujourd'hui, du coup 30 ans après. Et qui n'a pas pris une ride. Et qui n'a pas pris, exactement. Et c'est ça qui était beau avec ce livre, c'est de se dire que à la fois ça vient, donc on a cette idée de cozy mystery, là on est plus cozy que mystery, dans cette idée qu'il n'y a pas de meurtre. Il y a des morts, mais il n'y a pas de meurtre. On n'est pas sur ce côté enquête. Déjà le titre, La mort de Tante Dimitri, oui, forcément il y a un mort. Cozy secret, cozy... Exactement, cozy mystère, là, un peu la vibe d'une enquête qu'on mène, d'une héroïne du coup qui démarre le livre, voilà, elle découvre que les histoires que sa mère lui racontait quand elle était jeune de Tante Dimitri sont vraies. La Tante Dimitri en question a existé, et Tante Dimitri est décédée, lui lègue une mission, de choses à faire, et doit se retrouver à aller en Angleterre, dans la campagne anglaise, pour retrouver ce que Tante Dimitri lui a demandé, et à la fois essayer de percer un secret aussi autour d'elle, en tout cas un mystère, hein, donc l'idée de ce côté enquête, avec justement une vraie modernité dans à la fois la traduction, c'était aussi l'enjeu des traducteurs, hein, mais également en termes d'histoire, c'est vraiment pas daté en termes d'écriture. Je trouve qu'on a pu ressentir ça. J'ai travaillé sur les meurtres et pépites de chocolat au Cherche-Midi, qui datait du coup du début des années 2000. On voyait que il y a certains trucs, on passe un petit peu dessus, on voit que c'est un peu daté sur certaines remarques, et c'est assez drôle puisque c'est pas du tout la même chose ici. Au contraire, l'héroïne est assez indépendante, elle est vraiment empreinte de liberté, à taper du poing sur la table. C'est vraiment une héroïne très attachante, et c'est pour ça qu'à la fois en termes d'histoire c'est pas daté, on a même du mal à situer un peu à quelle époque ça se déroule, et en termes de traduction aussi qui accompagne parfaitement ça. Donc on est vraiment sur ce côté cosy, doudou d'une histoire, et enquête du passé, de la exactement, tout autour de Tante Dimitri, sachant que du coup là c'est Mérès du Cherche-Midi, marque-page dans le livre, avec l'annonce du tome 2 qui sortira au mois d'octobre, à raison du coup, oui, bien sûr. Donc, ça s'appelle le secret de Tante Dimitri. Avec une couverture tout à fait. aussi travaillée.
À Très raison joli. du coup là on en a 2 bien sûr parce qu'on paraît en mai, mais à raison de 3 tomes par an. Voilà, à peu près. Sachant qu'il y a de quoi faire. Donc ça c'était notre proposition dans ce genre en revenant un peu aux fondamentaux du Cozy Mystery sur le côté cosy, livre qui fait du bien. Et en juillet, on a Santa Montefiore, donc Santa Montefiore, saga familiale, sur 5 volumes, sachant que ça se terminera, je pense, en effet, en décembre 2025. Donc deux par an, vous avez publié On en a un là, un en décembre et 3 l'année prochaine. D'accord. Et on aura terminé la saga d'une autrice qu'on va suivre aussi sur sa... Voilà, si vous aimez cette autrice, on la suivra aussi sur son autre saga qui doit paraître là dans les jours prochains. Et le secret des Deveril se passe en Irlande, d'où le titre de la saga qui s'appelle Fille d'Irlande, avec un château au cœur de toutes les passions, ce qu'on aime dans les sagas familiales, c'est pour le coup vraiment dans la lignée d'une Lucinda Riley et des Sept Sœurs, le château au cœur de toutes les passions, deux sœurs que tout oppose, des querelles, on va dire, des secrets à résoudre, des secrets. Exactement. Tout ce qu'on aime dans les... Moi, je suis très... C'était vraiment mon genre préféré, la saga familiale, je pense. Après en avoir lu quand même pas mal. Et notamment Le goût du bonheur. Je fais ma petite reco de Marie Laberge que je... J'ai jamais entendu parler. Vraiment, Jamais lu. ma saga chouchoute, qui a mélange à la fois justement, et c'est exactement ce fondement-là, saga historique, saga familiale, on est vraiment, tout est un peu entremêlé avec bien sûr la toile de fond de l'Irlande là, donc c'est beau paysage. Sur plusieurs générations ou est-ce qu'on suit juste une famille ou plusieurs personnages différents Alors normalement on est censé suivre, alors là je m'avance parce que j'ai pas du tout le plot de tous les autres. Normalement on est censé suivre ses sœurs et je pense qu'en effet ça se passe sur plusieurs années, donc on aura forcément un petit mélange de générations à un moment. Mais on restera quand même au fondement de ses sœurs. Donc sur 5 volumes, voilà, donc pour ceux qui aiment les sagas familiales, devrait être comblé avec Santa Montefiore. Ok, bah c'est super. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des envies d'auteurs à publier chez vous? Vraiment un auteur ou une autrice, ah celle-là il faut absolument qu'elle publie chez nous. Est-ce que vous avez déjà un catalogue chargé? Là sur l'année, l'année de toute manière en termes de délai, heureusement que l'année 2024 est faite, parce que du coup on est quand même début juin, donc il faut forcément qu'on ait déjà nos billes. Et ça ce sera une récurrence aussi l'année prochaine, on a forcément, comme déjà j'ai présenté, des sagas. Donc on a la suite des sagas qui mine de rien prennent une place. On est quand même, moi, Glenn et des équipes du Seuil et quelques personnes en externe, mais pure en interne c'est moi et Glenn. Donc voilà, il faut que ce soit réalisable aussi et qu'on puisse gérer tout ça. On a pour ces 4 titres, là vraiment une deuxième enquête l'année prochaine, le deuxième tome de Butcher en octobre, Leather and Lark, la suite de Son Temps d'Imiti octobre, et celui-ci, Deveril, c'est début décembre. Donc on a mine de rien déjà des places prises un peu aussi pour ces suites de saga. On aura vraiment voilà, quand je parlais des plusieurs fondements du catalogue, on retrouvera, si voilà, on se fait un bilan fin décembre sur l'année 2024 Verseau, on aura vraiment l'entièreté, l'éventail de ce que Verseau proposera. On aura, donc je disais, des auteurs français qui arriveront cet automne, donc on arrivera sur de la romance, on sera sur de la SF, on aura de la fantasy, on aura de la saga historique, on aura également des suites de séries, et à peu près dans toute cette fin d'année, on aura vraiment publié tous les genres de faire Verseau. Sur l'année prochaine, notre programme est quasi complet, parce que comme je disais, mine de rien, les suites de séries, ça nous prend déjà une partie. Je pense qu'on est à peu près sur une vingtaine de titres l'an prochain, avec la moitié qui sera consacrée à des suites de séries. Ce qui du coup laisse voilà, une part de découverte, on est toujours à la recherche aussi d'auteurs. Mine de rien, le lancement là fait aussi qu'on est très sollicité et nous permet aussi nous de réfléchir à un peu ce qu'on va faire. C'est aussi forcément là les
les premiers mois, les premières réflexions aussi sur, voilà, on lance cette année, qu'est-ce qu'on veut faire l'année prochaine, vers où on va, les rencontres auteurs, qu'on disait auteurs-éditeurs, qui sont, on a rencontré des gens, des auteurs qui ont envie de travailler avec nous, est-ce que ça se fait pas, c'est en fonction, toujours autour de la rencontre de toute manière. Et de voir si ça rentre aussi dans ce votre qu'on a ligne envie de faire. éditoriale. Exactement. Et justement, c'est l'idée aussi que nous, on veut publier des auteurs qui souhaitent aussi se renouveler, euh, proposer des choses un petit peu différentes, donc justement dans des genres établis. Et ça, mine de rien, c'est pas tout le temps le cas aussi d'auteurs qui ont publié déjà pas mal de livres et qui ont à la fois envie de changer, mais on sent finalement pas tellement non plus. Donc c'est en fonction, voilà, en fonction des rencontres qu'on peut faire. Là, dans tous les cas, le programme est déjà bien établi pour l'an prochain, mais on se laisse justement la porte ouverte au coup de cœur éditorial, aux textes qu'on continue de recevoir beaucoup de la part notamment d'agents, même de textes d'auteurs français qu'on reçoit et toujours dans cette limite qu'à un moment donné, il va falloir dire stop parce qu'on ne peut pas accueillir beaucoup et supporter trop de titres pour que justement l'idée aussi du label c'est qu'on puisse se consacrer pleinement au texte et ne pas justement enchaîner les livres pour voilà, de passer d'un auteur à l'autre. L'idée c'est de pouvoir accompagner les auteurs un maximum euh, et pas qu'un livre emballer un autre. Donc on fera en fonction de ce qu'on peut, mais c'est aussi la liberté qu'on peut avoir de proposer des choses différentes, de se laisser porter par une envie, un coup de cœur, un titre qu'on a repéré, un titre qu'on nous a conseillé. Enfin, c'est vraiment très très large. Pour le coup, même si on est obligé de se positionner aujourd'hui déjà sur une partie de l'année prochaine, on a quelques billes voilà, en se disant on va voir ce qu'on va faire et on se laisse l'opportunité voilà, de développer sur d'autres choses et après ça va continuer. Là, c'est vrai que c'est assez sécurisant aussi de lancer un label et de se dire qu'on est parti sur quelques séries aussi. Ça nous donne aussi nous, déjà des titres publiés, voilà, des places déjà actées pour ces titres en question et pouvoir suivre nous des auteurs sur le long terme. Typiquement voilà, la mort de Tandy Mitty, c'est une autrice très connue aux États-Unis, donc on est ravis de publier, d'avoir aussi justement de pouvoir suivre sur une saga sur plusieurs livres. Santa Montefiore, c'est une autrice qui a déjà vendu plus de 6 millions de livres, qui est très 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 connue, et cette saga n'avait étonnamment pas encore été, n'avait pas été traduite, elle date de très, très peu d'années, hein. Et voilà, de pouvoir suivre l'idée d'accompagner des auteurs, voilà, pas sur un one shot, mais sur plusieurs livres aussi, que ce soit saga ou autre. David McCluskey n'étant pas une saga à proprement parler, mais on a des enquêtes qu'on suit. Butcher et Blackbird, Green Weaver est extrêmement populaire là en ce moment dans l'univers de la romance et on est ravis de l'accompagner sur cette saga et sur d'autres à venir. Donc on a déjà ces fondements-là et tout en ayant la liberté à côté de publier des one-shots, des auteurs français avec qui on peut travailler différemment sur le texte, puisque là, les traductions étant pas la même manière de travailler. Donc on en a 4 cette année, on aura, je pense, à peu près le même nombre l'année prochaine, voire peut-être 5-6. Donc encore de belles choses à venir chez Verso, et justement de cette page blanche, ce qui est aussi l'excitation de créer un nouveau label, d'une page blanche où c'est à toi d'écrire l'histoire et de savoir quelle ligne directrice tu as envie de donner au label, dans quelle direction tu as envie d'aller. Donc c'est assez précieux. On espère que ça va continuer aussi joliment que ça a démarré et on verra la suite. Mais en tout cas, c'est une super aventure. Et moi, pour le coup, après autant d'années dans l'édition, on va dire un peu plus traditionnelle, ça a beaucoup relancé aussi cette flamme qu'on a dans des métiers de passion et te dire on peut faire un peu le travail différemment. Moi, de me aussi refocaliser sur un plus petit nombre de textes, sur du coup des choses
sur un genre aussi, des genres que j'aimais, justement, moi-même étant lecteur de littérature de genre, je suis ravi de pouvoir accompagner ces auteurs comme ça. Donc on va dire que dès tout démarrage de cette aventure, vraiment, c'est une belle chance et ravi aussi de retravailler avec Glenn, avec qui j'avais travaillé il y a 8-9 ans maintenant, et qui est vraiment un éditeur brillant et que voilà, c'est très passionnant à suivre et de belles choses à venir. Bon, merci beaucoup Benoît. C'était très bavard. Non, mais c'est très bien justement, on en sait plus vu que c'est un nouveau label, donc comme ça tu nous Exactement. expliques tout Oui. et c'est parfait. Donc merci beaucoup. Merci. Et puis à très bientôt Oui, à bientôt. chez Verso.